Au sommaire de cette édition présidentielle du 24 février prochain au Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a officialisé ce vendredi son soutien à Idrissa Seck. Une manifestation d'élèves à Bissau pour protester contre une possible reprise de la grève des enseignants lundi prochain a dégénéré ce vendredi en scène de pillage de magasins. Et puis reprise ce vendredi à Tunis des procès des attentats du Bardo et de Sousse en 2015. Ce samedi matin, à Addis Abeba, est annoncée une rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Mahamat Faki, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les leaders de l'Union africaine ne supportent plus d'être dépossédés des initiatives de paix en Afrique. D'où la mobilisation financière pour le Fonds africain de la paix. 90 millions de dollars ont déjà été versés. Moussa Faki Mahamat et Ismaïli Chegui sont décidés à casser l'image d'une organisation africaine qui serait impuissante face au conflit du continent. Au contraire, ils passent à l'offensive avec deux exemples à l'appui. Le compromis signé au Soudan du Sud en septembre 2018 entre les deux frères ennemis Salva Kiir et Riek Machar et bien entendu l'accord de paix signé cette semaine en Centrafrique après 10 jours de négociations menés au pas de charge par Ismaïl Chergui. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, a choisi de rallier le candidat Idrissa Seck. Dans une déclaration écrite publiée ce vendredi soir, il explique qu'il a décidé d'accepter l'offre d'alliance du candidat. Avec ce ralliement, c'est un nouveau soutien de poids pour Idrissa Seck. Mais plus qu'un ralliement, c'est un partenariat qui a été scellé entre les deux hommes. Dans sa déclaration, Khalifa Sall évoque un engagement commun de rupture et de refondation de la gouvernance. Un engagement face à une démocratie mise à mort. Cet accord était en cours de négociation depuis quelques jours. Avec ce ralliement, la coalition de l'ex-maire de Dakar espère qu'Idrissa Seck pourrait bien devenir le principal opposant au président Macky Sall et un obstacle sérieux pour accéder à un second mandat. Depuis Koungheul, où il est arrivé ce vendredi, Idrissa Seck, candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, s'est réjoui du soutien de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars 2017. Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons, mais nous ne faisons rien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un de sympa. J'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner. C'est un mec très simple. Nous l'aimons tous. Nous voulons qu'il nous dirige. Un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes. Et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. L'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18-35 ans représentent 51% des électeurs inscrits.
Dès le début de la journée, des jeunes manifestants avaient envahi les rues de la capitale bissau-guinéenne, bloquant la circulation. Des jeunes, armés pour certains de gourdins, ont ensuite brûlé des pneus et des troncs d'arbres sur la principale artère menant à l'aéroport et incendié des véhicules, selon le correspondant de l'agence France Presse. Dans les quartiers périphériques, des groupes de jeunes se sont attaqués à des magasins et la police a effectué des tirs de sommation pour les disperser. En début de soirée, le calme était revenu et la circulation rétablie, mais les forces de l'ordre continuaient à patrouiller dans les rues de la capitale, jonchées de poubelles renversées, selon la même source. Début janvier, les enseignants avaient mis fin à 4 mois de grève après un accord avec le gouvernement pour notamment le paiement d'arriérés de salaire. Mais les syndicats ont estimé mardi que les autorités n'avaient pas tenu leurs promesses et menacé de reprendre leur mouvement lundi. Vendredi après-midi, le gouvernement a annoncé que les fonds nécessaires au paiement des salaires de décembre et de janvier étaient disponibles. Lors de leur manifestation, les élèves portaient des banderoles où l'on pouvait notamment lire « Nous voulons aller à l'école, nous sommes fatigués de rester à la maison » ou encore « L'éducation est un droit ». La Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, est un des derniers pays au monde dans le classement de l'indice de développement humain, IDH, du Programme des Nations Unies pour le développement. Les assaillants ont attaqué Rwangoma, un quartier sud de Béni, cette nuit, et nous déplorons la mort des 5 civils dont les corps sont à la morgue de Béni, a déclaré le major Mark Hazukay, l'un des porte-parole de l'armée dans la région. Les assaillants, qui n'ont pu être identifiés, ont également attaqué une position de l'armée de Rwangoma. Plus d'une centaine de groupes armés locaux et étrangers sont actifs dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous les avons repoussés, nous continuons la fouille. Les opérations contre ce groupe, que nous n'avons pas encore bien identifié, se poursuivent, a ajouté le porte-parole. Selon Kizito Binanji, représentant de la société civile de la ville de Béni, les assaillants ont tué par machette et par arme à feu. La tension est vive dans ce quartier jusqu'à maintenant. Les habitants de Rwangoma, surtout les jeunes, ont manifesté contre cette nouvelle tuerie, a-t-il confirmé. Dans ses promesses de campagne, le nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre, avait promis de rétablir la sécurité dans la partie orientale de la RDC. Des rebelles Hutus rwandais de Forces démocratiques pour la libération du Rwanda et les rebelles ougandais musulmans des Forces démocratiques alliées sont parmi les groupes les plus actifs de la région. La région de Béni est, depuis fin 2014, le théâtre de massacres attribués aux ADF qui ont fait plusieurs centaines de morts parmi la population locale. C'est à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Macomia, dans la province du Cabo Delgado, au Mozambique, que le raid a visé jeudi à l'aube le village de Piqueux. Les populations ont été surprises dans leur sommeil alors qu'elles se cachaient dans la forêt. Elles avaient quitté leur village par crainte d'une attaque. Laquelle attaque les a finalement rattrapées. 7 hommes ont été démembrés et abandonnés sur place par les assaillants qui ont par ailleurs kidnappé 4 femmes et filles. Cette attaque, survenue dans un secteur de forêt dense, difficile d'accès pour les forces de sécurité, a été confirmée par un responsable policier local qui n'a pas souhaité être identifié. La population est priée de rester dans les villages où elles peuvent bénéficier de la protection de la police et de l'armée. Depuis plus d'1 an, en effet, la région du Cabo Delgado, frontalière à la Tanzanie, est le théâtre d'une vague de violences meurtrières attribuée à un groupe djihadiste qui prône l'application de la loi islamique dans cette province à majorité musulmane. Leurs raids contre les civils ou les forces de l'ordre ont déjà fait près de 200 morts, détruit de nombreux villages et contraint des milliers de personnes à l'exode. Les États-Unis en ont profité pour renouveler leur proposition d'assistance militaire au Mozambique. Le juge du tribunal de première instance de Tunis a en premier lieu repris le procès de l'attaque qui avait fait 22 morts dans le musée du Bardo à Tunis
Le 18 mars 2015, un agent de sécurité tunisien et 21 touristes avaient été tués. 3 mois plus tard, 38 autres touristes avaient été tués dans l'attentat de Sousse. Vendredi, 21 accusés, dont 2 femmes, étaient présents lors de la 8e audience du procès du Bardo. À l'ouverture de la séance, le juge a affirmé que la majorité des avocats des accusés avaient présenté leur plaidoirie. Au total, 44 personnes sont poursuivies dans ce procès, dont 6 membres des forces de sécurité accusés de non-assistance à personne en danger. Les accusés de 2 procès sont jugés en vertu d'une loi antiterroriste adoptée à l'été 2015. Ils sont passibles de la peine capitale, mais cette sentence fait l'objet d'un moratoire depuis 1991 en Tunisie. Après sa révolution en 2011, la Tunisie a fait face à l'essor d'une mouvance djihadiste armée qui a ébranlé l'industrie touristique et s'en est également pris aux forces de sécurité. Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays est sous l'état d'urgence depuis 2015. L'entrée sans précédent d'un membre de la famille royale dans la politique est un séisme qui n'a pas empêché le chef de la junte au pouvoir en Thaïlande de se présenter lui aussi. La candidature de la sœur du roi de Thaïlande au poste de Premier ministre dynamite le paysage politique. Je le sens bien et je pense qu'elle est un bon choix. Elle est de Thaïlande et c'est son propre royaume. Elle pourrait développer ce pays pour le mieux, au même titre que les autres pays. Si elle devient la dirigeante du pays, ce sera la meilleure chose pour la Thaïlande. Je pense que l'avoir dans la politique thaïlandaise aidera la société à être davantage en paix, parce que peu de gens oseront s'opposer à elle. Je pense que si elle est complètement impliquée dans la politique, elle doit accepter les critiques. Parce que notre constitution contient des clauses sur la liberté de critiquer les politiques et le gouvernement. Je ne pense pas que l'on craigne que le pouvoir constitutionnel de la loi sur les critiques envers la famille royale limite nos droits de le faire. Le ralliement officiel d'une princesse à Thaksin est un défi sans précédent lancé par les enfants du roi Bhumibol. Et la vieille garde pourrait ne pas se laisser faire si facilement. La société thaïlandaise est profondément divisée entre chemise jaune, couleur de la royauté, et chemise rouge, couleur de Thaksin Shinawatra.